Après 12 ans de soutien financier, mes parents m'ont envoyé un texto, « Tu n'es pas la bienvenue à Noël. Le mari de ta sœur a besoin d'espace familial. » Je n'ai pas discuté, j'ai juste répondu, « D'accord. » J'ai parlé à mon avocat et j'ai discrètement calculé les 520 000 € que je leur avais donnés. Quand j'ai arrêté tous les paiements et vendu mon chalet au bord du lac, ils sont soudainement apparus à ma porte. Je m'appelle Sally Ellison. J'ai 32 ans, et ma propre famille m'a désinvité à Noël par texto, après que j'ai dépensé plus d'un demi-million de dollars pour les maintenir à flot. Tout a atteint son paroxysme un dimanche matin glacial de novembre. J'étais assise à notre place habituelle au Daily Grain, un café local avec des banquettes en vinyle usé. Je viens ici avec eux depuis mon adolescence. Je suis arrivé la première et je me suis glissé dans la banquette près de la fenêtre. Je les ai regardés arriver, mes parents, Richard et Eleanor, et ma sœur cadette, Marie. Ils se déplaçaient comme une seule unité, leur visage pincé par le froid et par quelque chose d'autre que je ne pouvais pas encore nommer. Ils n'ont pas souri en me voyant. Ils se sont glissés dans la banquette en face de moi, le vinyle soupirant sous leur poids collectif. L'air s'est immédiatement épaissi de mots non dits. Ma mère a tripoté son écharpe. Mon père a regardé par la fenêtre. Marie faisait défiler son téléphone. Mon père s'est raclé la gorge. Nous avons déjà discuté de ça, Sally, a-t-il dit, sa voix plate et grise. Tu ne viendras pas à Noël cette année. Les mots n'ont pas tout de suite fait sens. Je l'ai regardé, puis ma mère, cherchant un signe que c'était une sorte de blague. Ses yeux se sont détournés. C'est juste que David a besoin d'intimité, ma chérie, a-t-elle murmuré, sa voix fine. David était le mari de Marie. C'est leur premier Noël avec la petite Emma dans la nouvelle maison, et ils voulaient que ce soit juste la famille proche. La famille proche. L'expression était un poignard. J'étais le noyau qui avait payé pour la maison dans laquelle ils célébraient. J'étais le noyau qui avait financé l'entreprise qui avait permis à Marie d'avoir le temps de fonder une famille. Marie a finalement levé les yeux de son téléphone, un sourire suffisant jouant sur ses lèvres. D'ailleurs, Sally, a-t-elle dit en se penchant en avant, Emma n'a que 2 ans. Ce n'est pas comme si elle se souviendrait même que tu étais là de toute façon. C'était ça. La goutte d'eau, la négation totale de mon existence. Je n'étais pas une personne. J'étais un meuble qu'on pouvait enlever sans que personne ne s'en aperçoive. Un calme étrange et glacial m'a envahi. J'ai sorti de ma poche un billet de 20 € tout neuf, et je l'ai posé doucement sur la table. Pour les cafés que vous alliez commander, ai-je dit, ma voix anormalement calme. Je me suis levé, j'ai enfilé mon manteau et je suis sorti dans le froid mordant, sans regarder en arrière. De retour dans mon appartement silencieux, je me suis assise dans la pénombre, rejouant la scène. Le choc a commencé à s'estomper et quelque chose de nouveau a commencé à se former. C'était dur, tranchant et froid. C'était de la détermination. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai créé une nouvelle feuille de calcul, investissement en souffrance. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Michael Davis, mon avocat. Michael, ai-je dit, ma voix portant une nouvelle résonance, c'est Sally Ellison. Nous devons parler dès que possible. Le bureau de Michael Davis se trouvait au 34e étage, un perchoir de verre et d'acier qui surplombait toute la ville. Je me suis assise en face de son imposant bureau et je lui ai exposé les chiffres, ligne par ligne, avec une précision douloureuse. C'était une autopsie verbale des 12 dernières années de ma vie. Le total, ai-je conclu, la gorge sèche, est de 520 426,68 €. C'est le montant que j'ai documenté, qui est passé de mes comptes au leur. Michael s'est penché en avant, parcourant les onglets que j'avais créés, soutien hypothécaire, entreprise de Marie, dette de David, dépenses du ménage. Chacun était une litanie de ma soumission silencieuse. Et vous avez les relevés pour tout ça, a-t-il demandé. Absolument tous, ai-je confirmé. Je suis analyste financière, Michael. Je vis par la trace écrite. C'est complet, franchement, stupéfiant, a-t-il dit, en croisant mon regard. Que voulez-vous faire maintenant? Je veux que ça s'arrête, ai-je dit, les mots semblant solides. Tout, avec effet immédiat. Je veux que tous les paiements récurrents soient annulés. Je veux que chaque autorisation que j'ai jamais signée soit révoquée. Je veux un pare-feu juridique construit entre mes finances et ma famille. Il a haussé un sourcil. Un pare-feu est une posture agressive. Il y aura des conséquences.
J'en suis consciente, ai-je dit, ma voix se durcissant. J'y compte bien. La première réaction est venue moins de 48 heures plus tard. Stan Kowalski, le directeur de la banque et partenaire de golf de mon père, a appelé avec une inquiétude forcée. Sally, votre mère vient de m'appeler, toute paniquée. Il semble qu'il y ait eu un problème avec un virement de paiement hypothécaire. Ces choses arrivent. Passez-moi un coup de fil et nous réglerons ça. Comme il a appelé ma ligne professionnelle, je n'ai pas eu d'autre choix que de répondre. Il n'y a pas d'erreur, Stan, les jeux coupés. Le paiement n'a pas été traité car l'autorisation a été formellement révoquée par mon conseil juridique. Révoquée? De quoi parlez-vous? Comme je l'ai dit, c'était une directive juridique. Si vous avez des questions, adressez-les à mon avocat, Michael Davis. Le masque familier est tombé. Sa voix est devenue sévère, condescendante. Écoutez-moi bien, jeune femme. Les familles ont des prises de bec. On ne ferme pas les robinets à ses propres parents. Pensez au stress que vous leur causez. J'ai pensé à mon niveau de stress pendant les 12 dernières années, Stan. C'est moi qui le baisse enfin. Nous avons terminé. J'ai raccroché, le cœur battant à tout rompre. C'était le premier vrai test, et je n'avais pas reculé. Le reste de la semaine s'est écoulé dans un flou de liberté inattendu. Pour la première fois en 12 ans, je ne recevais pas d'appels téléphoniques paniqués au sujet de paiements en retard ou de dépenses d'urgence. Mes soirées, auparavant consommées par les crises financières familiales, s'étendaient devant moi comme un territoire inexploré. Je me suis surprise à quitter le travail à une heure raisonnable, ce que je n'avais pas fait depuis le début de ma vingtaine. Mercredi soir, j'ai fait quelque chose que je repoussais depuis des mois. J'ai enfin organisé mon bureau à domicile. En triant des piles de papier et de vieux dossiers, je suis tombé sur un dossier que j'avais oublié, Objectif personnel 2019. À l'intérieur, des notes manuscrites sur des rêves que j'avais abandonnés, une certification professionnelle que je voulais obtenir, un cours de photographie que je prévoyais de suivre, un week-end à la montagne pour lequel j'économisais. Tout cela avait été sacrifié sur l'autel des urgences familiales, les problèmes de voiture de Marie, les prêts pour l'expansion de l'entreprise de David, l'aide hypothécaire temporaire de mes parents qui s'était étendue sur des années. Chaque fois que j'économisais de l'argent pour moi, il avait fini par atterrir sur leur compte. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai recommencé à chercher ce cours de photographie. L'instructeur, un artiste local nommé Marcus Chen, proposait toujours des ateliers le week-end. Sa prochaine session était dans 2 semaines. Sans trop réfléchir, je me suis inscrite et j'ai payé les frais. C'était à la fois rebelle et terrifiant, et absolument nécessaire. Le soir suivant, j'ai fait quelque chose d'encore plus radical. Je suis allé seul dans un bar à vin, non pas pour noyer mon chagrin, mais simplement parce que je voulais essayer leur menu dégustation du jeudi. Je me suis assise au bar, savourant un verre de pinot, et j'ai entamé une conversation avec le sommelier sur l'histoire du vignoble. C'était la première conversation que j'avais eue depuis des mois qui ne tournait pas autour des problèmes de quelqu'un d'autre. En rentrant chez moi ce soir-là, les lumières de la ville se reflétant sur le trottoir mouillé, j'ai réalisé que j'appréciais réellement le silence. Mon téléphone n'avait pas vibré de drame familial urgent de toute la semaine. Pas de textos frénétiques sur des factures en souffrance. Pas de messages vocaux culpabilisants sur mes responsabilités. Le silence n'était plus vide, il était paisible. Le vendredi a apporté une révélation inattendue. Je révisais mon budget personnel, ce que je faisais tous les mois, quand j'ai remarqué un schéma intéressant. Pour la première fois en plus de 10 ans, mon compte d'épargne avait réellement augmenté ce mois-là. Pas de beaucoup, juste quelques centaines, mais c'était une croissance néanmoins. L'argent qui aurait automatiquement afflué vers les diverses crises de ma famille était resté en place, rapportant des intérêts, construisant mon propre avenir au lieu de subventionner le leur. J'ai regardé le chiffre sur mon écran, et pendant un instant, je me suis senti coupable. Puis je me suis souvenu du sourire narquois de Marie, de l'email calculé de David, du ton dédaigneux de mon père. La culpabilité s'est évaporée, remplacée par quelque chose de bien plus puissant, la possibilité. Cet après-midi-là, ma collègue Amanda a mentionné qu'elle cherchait quelqu'un pour partager les frais d'une location de chalet le week-end dans les montagnes. C'est un endroit magnifique avec un jacuzzi et des sentiers de randonnée, a-t-elle dit pendant notre pause café. Parfait pour se déconnecter de tout. L'ancienne Sally aurait immédiatement décliné, invoquant des obligations familiales ou une prudence financière. Au lieu de cela,
Je me suis entendu dire, ça a l'air parfait. Compte sur moi. Le visage d'Amanda s'est illuminé. Vraiment? C'est fantastique. Tu as l'air si stressé ces derniers temps. Ce sera exactement ce dont tu as besoin. Et il m'est apparu que mes collègues l'avaient remarqué. Ils avaient vu le poids que je portais, la tension constante de gérer la vie de tout le monde. Maintenant, pour la première fois, il entrevoyait des bribes de qui je pourrais être sans ce fardeau. Ce week-end-là, je ne pouvais pas rester en ville. J'ai pris ma voiture et j'ai conduit 2 heures vers le nord, jusqu'au lac, jusqu'au chalet. En conduisant, mon esprit est revenu au jour où je l'ai acheté. J'avais 28 ans et je venais d'obtenir une énorme promotion. J'avais trouvé le chalet en A après des mois de recherche, niché dans de grands pins, avec une large terrasse et un quai solide. Je l'avais payé comptant. Je me souviens d'avoir emmené ma famille le voir pour la première fois. Marie parlait déjà de la chambre qui serait la sienne. Ma mère prévoyait où mettre ses pots de fleurs. Mon père a fait une inspection approfondie, puis m'a tapé sur l'épaule. « Bien joué, ma fille », avait-il dit. Maintenant, la famille a un endroit où s'évader, un véritable héritage à transmettre. La famille, l'héritage. Il n'avait pas dit, tu as un endroit merveilleux, Sally. Il l'avait absorbé, coopté, socialisé ma victoire privée en un bien collectif sur le champ. Et moi, si désespéré de son approbation, je l'avais laissé faire. J'avais commencé à leur apporter un soutien financier au début de ma carrière, après avoir décroché un poste lucratif à seulement 22 ans, en plus d'un héritage substantiel de ma grand-mère que j'avais bêtement partagé au lieu de le protéger. En arrivant dans l'allée de gravier, j'ai vu de la fumée s'échapper de la cheminée du chalet voisin. Colin Meyer était sur son porche, enveloppé dans une épaisse couverture, une tasse à la main. Nous nous étions toujours échangé des saluts de voisins, mais rien de plus. « Sally » a-t-elle appelé. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je pensais que ta sœur et sa famille venaient préparer l'endroit pour Noël. » Ma mâchoire s'est crispée. Ils avaient déjà annoncé à la voisine leur plan pour ma propriété. Changement de programme, Colin. Elle a étudié mon visage. Eh bien, le café est frais et le feu est chaud. Tu as l'air d'en avoir besoin. Je me suis retrouvé dans son fauteuil confortable quelques minutes plus tard, et l'histoire est sortie d'elle-même. Les années de soutien, le message texte, la scène au café. J'ai tout déballé. Quand j'ai eu fini, Colin a hoché la tête lentement. J'ai dû obtenir une ordonnance restrictive contre ma propre fille, a-t-elle dit doucement. Je l'ai regardée, choqué. Elle a essayé de vendre ma maison, m'a fait signer des papiers, en disant que c'était pour la planification successorale. La chose suivante que je sais, un agent immobilier se présente. Ma propre fille. Elle a pris une longue gorgée. D'abord, j'ai pleuré pendant une semaine. Puis, je me suis mis en colère. Puis, j'ai engagé l'avocat le plus méchant que j'ai pu trouver. Nous avons prouvé l'incitation frauduleuse. J'ai gagné. Je ne lui ai pas parlé depuis 3 ans. Elle s'est tournée pour me regarder. Ils ne voient que le beau fruit sur l'arbre. Ils en profitent, le tiennent pour acquis, se plaignent quand il n'est pas à leur goût, mais ils ne pensent jamais aux racines enfouies dans l'obscurité, faisant tout le travail silencieux et ingrat pour maintenir le tout en vie. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Pendant toute ma vie d'adulte, j'avais été les racines. Ne les laisse pas empoisonner ton sol au point que plus rien ne puisse y pousser, a-t-elle dit. En retournant à mon chalet, ces mots résonnaient dans ma tête. J'ai regardé mon chalet, se dressant contre le ciel crépusculaire. Ce n'était pas juste une maison, c'était un symbole. C'était le fruit ultime auquel il croyait avoir droit. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mon navigateur web. Je n'ai pas cherché d'article de thérapie. J'ai tapé le nom d'une agence immobilière et j'ai appelé immédiatement. Sarah Jensen, Realty? C'est Sarah qui parle. Sarah, ai-je dit, ma voix ferme, mon nom est Sally Ellison. Je suis propriétaire de la propriété en A sur North Shore Drive, et je dois la vendre immédiatement. Les retombées ont commencé sérieusement lundi. Ma mère a appelé 3 fois avant midi. Ces messages sont passés de l'inquiétude à l'exigence. Sally, ma chérie, c'est maman. S'il te plaît, appelle-moi. Le directeur de la banque a dit que tu avais mentionné un avocat. Je pense qu'il y a eu un terrible malentendu. Sally, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça.
Le paiement de la voiture de Marie a été refusé. Le paiement de son équipement d'atelier, les outils dont elle a besoin pour gagner sa vie, ça aussi a été refusé. Cela affecte ses moyens de subsistance. Sally Ellison, tu me rappelles à l'instant. Ton père est furieux. Quel que soit le point que tu penses faire valoir, tu l'as fait. Maintenant, répare ça. Son attention était ciblée, l'argent, la perturbation. Pas une seule fois elle n'a demandé comment j'allais. L'appel de mon père est arrivé cet après-midi-là. Qu'est-ce que tu crois que tu fais, bordel? A-t-il aboyé. Je gère mes finances, papa. Tu fais une crise de colère puérile et tu blesses ta mère. Elle est une épave nerveuse à cause de toi. Maman semble plus nerveuse à propos des paiements de la voiture de Marie qu'à propos de mon état émotionnel. C'est à propos de Noël, n'est-ce pas? Tu es si mesquine. Tu vas punir toute la famille pour un simple conflit d'horaire? Grandis. Il n'a jamais été question de Noël, papa. Il était question de respect. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. La révélation véritablement sismique est venue de Marie ce soir-là. Elle a appelé, sa voix un cocktail de fureur et de panique. Quel est ton problème? Tu es en train de détruire toute ma vie. Mes fournisseurs appellent. David menace de prendre Emma et d'aller chez sa mère. Tu ruines mon mariage. Ton mariage n'est pas ma responsabilité, Marie. Ni tes dettes professionnelles. Je suis ta sœur. Nous sommes une famille. Nous sommes censés nous entraider. Tu as toujours été comme ça. Maman et papa étaient déjà en colère contre toi. J'ai dû faire du contrôle des dégâts après que tu te sois vanté d'avoir payé leur hypothèque. Le monde s'est arrêté. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Qu'est-ce que tu viens de dire, Marie? Tu m'as entendu. C'était si embarrassant. J'ai dû leur dire que tu étais probablement juste stressée, que tu exagérais pour te sentir importante. Mais je n'avais jamais rien dit à personne. Pas une seule âme. La honte que mes parents aient besoin d'aide était la mienne seule. Marie avait menti. Elle était allée voir nos parents et m'avait dépeinte comme une vantarde, tout en se positionnant comme la fille humble et protectrice. Je vois, ai-je réussi à dire. Merci d'avoir clarifié ça, Marie. J'ai mis fin à l'appel. Le sommeil a été impossible cette nuit-là. Vers 2 heures du matin, je suis allé à mon bureau. J'ai commencé à fouiller dans de vieux disques durs externes, à la recherche de correspondances numériques. Puis je l'ai vu, un dossier intitulé Famille d'hiver 2019. À l'intérieur, un sous-dossier, chaîne de mai. Un titre a sauté aux yeux, attitude de Sally. Le fil de discussion s'est ouvert, et le lire, c'était comme regarder un enregistrement secret de l'assassinat de mon personnage. Il commençait par Marie écrivant à nos parents, « Salut maman, papa, je déteste être rabat-joie, mais je m'inquiète pour Sally. Elle n'arrête pas de faire des commentaires sur le coût des choses, sur le fait qu'elle aide. J'ai l'impression qu'elle nous le fait payer. Ça met David très mal à l'aise. Je pensais juste que vous deviez être au courant. » La réponse de ma mère a été quasi immédiate, « Oh, mon Dieu, j'espérais que c'était mon imagination. Tu sais à quel point ton père est fier. Il serait mortifié s'il pensait que Sally disait aux gens que nous avions besoin de son aide. » Mais l'email final a été celui qui m'a coupé le souffle. C'était de David, long et calculé. « Eleanor, Richard, j'écris parce que j'aime cette famille et que je vois un problème potentiel. L'implication financière de Sally crée une dynamique de pouvoir malsaine. Cela met Marie dans une position difficile, la faisant se sentir comme une fille de seconde classe. Pour la santé à long terme de notre famille et pour l'environnement stable que nous voulons pour Emma, il est peut-être temps d'encourager Sally à prendre du recul. Limiter sa participation à des événements familiaux intimes comme les vacances nous donnerait peut-être de l'espace pour nous recalibrer sans confrontation directe. Une réinitialisation en douceur, permettant à chacun de trouver sa place. Une réinitialisation en douceur. Tout était là. Un coup d'état prémédité et sans effusion de sang. Mon exclusion de Noël n'était pas récente, c'était le point culminant d'une campagne de plusieurs années. J'ai pris mon téléphone. Il était 2h30 du matin, mais je m'en fichais. Sarah, c'est Sally Ellison. Je veux que vous appeliez les acheteurs au comptant à la première heure demain matin. Dites-leur que nous acceptons leur offre, mais j'ai une condition, la date de clôture la plus rapide possible que la loi autorise. Avec la vente du chalet en cours,
j'ai commencé à jeter les bases d'une nouvelle vie. Je me suis souvenu d'Evelyne, la propriétaire de la librairie Pêche et Pine, qui m'avait invité à un club de lecture d'affaires il y a des mois. Mes soirées étaient alors réservées aux crises familiales, maintenant elles étaient à moi. Je suis entré dans la librairie un mardi soir, me sentant comme une imposteur. Evelyne m'a guidé vers une arrière-salle confortable où des gens étaient rassemblés autour d'une table, discutant de stratégies d'affaires. Pour la première fois depuis des années, j'étais dans une pièce où mon identité n'était pas fille, sœur ou distributeur de billets familial. J'étais juste Sally. Quand j'ai offert une critique financière du livre que nous discutions, un homme au fond de la salle a pris la parole. C'est l'analyse la plus incisive que j'ai entendue de toute la soirée. Vous avez percé la rhétorique pour atteindre la faiblesse structurelle. C'était Robert Anderson, une légende de la scène technologique locale. Après la réunion, il m'a approché. C'était une analyse pointue, Sally. Vous avez le don de voir les failles dans les fondations. Que faites-vous exactement? Je suis analyste financière senior, principalement en évaluation des risques pour les fusions et acquisitions. Ça colle, a-t-il ri en sortant une carte de visite. Je conseille une start-up prometteuse. Excellent concept, des ingénieurs brillants, mais leur plan financier est un désastre. Ils ont besoin de quelqu'un avec votre œil. Seriez-vous intéressé en tant que consultante rémunérée? J'étais abasourdi. Plus de validation que je n'en avais reçu de mon père en 3 décennies. Les 2 semaines suivantes ont été productives. Je me suis plongé dans mon travail de jour et j'ai passé mes soirées sur les documents financiers de la start-up. C'était propre, logique, tout ce que ma vie de famille n'était pas. Mais ce n'était pas seulement le travail qui me dynamisait. Pour la première fois depuis des années, je construisais des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur la dépendance financière. Le cours de photographie auquel je m'étais inscrite s'est avéré être exactement ce dont j'avais besoin. Marcus Chen était un excellent professeur, patient et encourageant, et les autres étudiants étaient un groupe diversifié de professionnels créatifs qui se traitaient en égaux. Au cours d'une session, nous pratiquions la photographie de portrait, et je me suis retrouvé derrière l'appareil photo pour la première fois depuis des années. À travers l'objectif, je voyais le monde différemment, en termes de lumière et d'ombre, de composition et de possibilités. Quand j'ai montré mes clichés à Marcus, son visage s'est illuminé. « Vous avez un œil naturel pour ça, Sally ?» a-t-il dit en examinant les photos sur l'écran LCD de mon appareil. « Avez-vous envisagé de faire du travail en freelance ? Je connais plusieurs entreprises locales qui cherchent quelqu'un pour faire leur photographie marketing. » La suggestion m'a prise par surprise. Une activité secondaire ? L'ancienne Sally aurait immédiatement pensé à la façon dont le revenu supplémentaire pourrait aider avec les dépenses familiales. Mais cette Sally, celle qui émergeait lentement de années de servitude financière, a eu une pensée entièrement différente, et si je gardais chaque centime pour moi. Le week-end à la montagne avec Amanda a été une révélation. Nous avons séjourné dans un chalet confortable qui surplombait un lac immaculé, passant nos journées à faire de la randonnée et nos soirées au coin du feu, à parler de tout et de rien. C'étaient les premières vacances que je prenais en 3 ans qui n'étaient pas une obligation familiale déguisée en loisir. Tu sais, a dit Amanda alors que nous étions assises sur la terrasse à regarder le coucher de soleil, tu es différente ces derniers temps, plus présente. Quoi que tu fasses, continue. J'ai failli tout lui raconter alors, sur le drame familial, la manipulation financière, les années à être prises pour acquises. Mais quelque chose m'a retenu. Cette nouvelle vie que je construisais n'avait pas besoin d'être définie par ce à quoi j'échappais. Elle pouvait simplement être ce qu'elle était, la mienne. De retour en ville, je me suis plongé dans le travail de consultation de la start-up avec une énergie renouvelée. Robert m'avait donné accès à tout leur historique financier, et ce que j'ai trouvé était à la fois fascinant et préoccupant. L'entreprise avait une technologie brillante et une stratégie de marché solide, mais leur gestion des flux de trésorerie était un désastre en attente. J'ai passé 3 soirées consécutives à reconstruire entièrement leur modèle financier à partir de zéro. Là où ils voyaient le succès, je voyais des taux de combustion insoutenables. Là où ils prévoyaient une expansion, j'ai identifié des vulnérabilités critiques. C'était un travail de détective complexe, et j'ai adoré chaque minute. Quand j'ai présenté mes conclusions à Robert, son expression est devenue de plus en plus sérieuse. « Mon Dieu, Sally » a-t-il dit en faisant défiler mon analyse. « Si vous n'aviez pas vu ça, nous aurions fait faillite en 8 mois. » C'est exactement le genre de réflexion dont nous avons besoin dans l'équipe en permanence. La validation était enivrante.
Voici quelqu'un qui appréciait mon expertise, qui voyait mes compétences analytiques comme un atout plutôt qu'un outil à exploiter. Cela m'a rappelé qui j'étais en dehors du drame financier de ma famille, une professionnelle compétente et intelligente avec quelque chose de précieux à offrir au monde. Mais l'univers, semblait-il, n'avait pas tout à fait fini de tester ma détermination. Ce mardi soir-là, alors que je révisais les commentaires de Robert sur mon rapport, mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait le numéro de ma mère. Je les avais débloqués temporairement, curieuse de voir comment il réagirait à la nouvelle réalité. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Allô, maman. Sally, Dieu merci, a-t-elle dit, sa voix chargée de soulagement. J'avais si peur que tu nous aies bloqués pour de bon. Écoute, ma chérie, nous devons parler. Il y a eu un malentendu avec la banque. Il n'y a pas de malentendu, maman, l'ai-je interrompu calmement. Les paiements se sont arrêtés parce que je les ai arrêtés. Mais ma chérie, tu ne comprends pas la position dans laquelle ça nous met. Ton père est hors de lui. L'entreprise de Marie souffre. Nous sommes une famille, Sally. On s'entraide. Le mot famille était mon talon d'Achille. Il me faisait plier immédiatement. La culpabilité et l'obligation m'envahissaient comme une marée. Mais assise dans mon appartement silencieux, entouré des preuves de ma nouvelle vie, de mon matériel de photographie, du plan d'affaires de Robert, des photos de vacances de la montagne, je n'ai ressenti qu'une certitude claire et froide. Tu as raison, maman. La famille s'entraide. Mais l'aide va dans les 2 sens. Quand est-ce que l'un de vous m'a aidé pour quoi que ce soit? Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Je pouvais presque l'entendre chercher une réponse. Eh bien, nous avons toujours soutenu ta carrière. Comment? En la qualifiant de comptabilité? En ne demandant jamais des nouvelles de mon travail? En traitant mon succès comme une ressource à exploiter plutôt qu'un exploit à célébrer. Ce n'est pas juste, Sally. Nous avons toujours été fiers de toi. Vraiment? Quand est-ce que tu me l'as dit la dernière fois? Quand est-ce que tu m'as demandé comment j'allais sans immédiatement enchaîner avec une demande d'argent? Un autre silence, plus long cette fois. Nous sommes ta famille, Sally. C'est comme ça que les familles fonctionnent. Non, maman. C'est comme ça que l'exploitation fonctionne. Et j'en ai fini d'être exploité. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains ne tremblaient pas cette fois. Mon cœur ne battait pas la chamade. Je n'ai ressenti qu'une paix profonde et durable. Un soir, alors que je terminais mon rapport, mon téléphone a vibré avec une notification du chat du groupe familial, que j'avais mis en sourdine mais jamais quitté. C'était de Marie. Salut tout le monde, je prévois de monter au chalet le week-end prochain pour le préparer pour Noël. Il faut mettre des lumières, dégager la terrasse. Maman, peux-tu apporter les vieilles décorations? J'ai relu 2 fois. Il faisait des plans de décoration pour une maison qui allait bientôt appartenir à quelqu'un d'autre. J'ai pris une capture d'écran et je l'ai transmise à Michael avec une seule ligne, pour mémoire, veuillez vous assurer que les nouveaux propriétaires sont informés qu'ils ont le droit de porter plainte pour violation de propriété si quelqu'un tente d'utiliser la propriété sans permission. Robert a appelé ce jour-là, ravi de mon rapport. Sally, vous êtes une magicienne. Vous avez trouvé une faille fatale dans leur taux de combustion. Je veux que vous soyez à l'appel avec le conseil d'administration des investisseurs la semaine prochaine. L'appel de conférence finale était prévu pour le 1er décembre. Tout convergeait. La démolition de l'ancien et la construction du nouveau allaient se heurter le même jour. Ils sont arrivés un dimanche soir, exactement une semaine avant la clôture de la vente du chalet. La sonnette a retenti, inattendue et discordante. J'ai regardé par le Judas et mon sang s'est glacé. Ils étaient là, tous les 4, blottis dans le couloir comme une délégation funeste, mes parents, Marie et David. Ma mère est entrée la première, tenant une boîte en fer-blanc familière. Nous avons apporté tes préférés, ma chérie. Avoine et raisins secs. Je les ai faits moi-même. C'était un mensonge, ils venaient de la boulangerie du coin. David a suivi, tenant un sac cadeau. Nous avons vu ça et nous avons pensé à toi, a-t-il dit, sa voix suave. Mon père et Marie sont entrés en dernier, se dirigeant vers mon canapé avec impatience et un sentiment de propriété. Sally, a commencé mon père, autoritaire. Ça a assez duré. Ta mère est morte d'inquiétude. Tu as fait passer ton petit message.
Maintenant, agis comme une fille. Quelle folie serait-ce, papa, ai-je demandé, d'un calme dangereux. Ne fais pas l'idiote, a ricané Marie, sa jambe rebondissant nerveusement. Les comptes, l'argent. Tu vas appeler la banque demain et réparer le bazar que tu as fait. J'ai promené mon regard sur chacun d'eux. La mère martyre avec ses biscuits de boulangerie, le beau-frère manipulateur avec son cadeau vide, la sœur autoritaire qui voyait ma vie comme sa ligne de crédit personnel, le père dominateur qui voyait ma soumission comme son droit de naissance. Il n'y a rien à réparer, ai-je déclaré. Les arrangements auxquels vous étiez habitués sont terminés, définitivement. David, voyant que la force brute échouait, est intervenu avec une sympathie calculée. Sally, nous savons que tu es contrariée à propos de Noël. Nous comprenons. Nous sommes vraiment désolés si tes sentiments ont été blessés. Bien sûr, nous voulons que tu sois là. Nous sommes une famille. Famille, ai-je répété, laissant le mot en suspens dans l'air. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous avez cessé d'être ma famille le moment où vous avez écrit cet email, suggérant une réinitialisation en douceur à ma mère. Le moment où vous avez décidé que ma présence était un inconvénient stratégique à gérer. Le sang a quitté son visage. Son masque de calme s'est brisé. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu le vrai David, une créature d'ambition froide, acculée et exposée. Mon père s'est levé, rouge de colère. Assez de jeu. Nous ne partirons pas avant que tu n'acceptes de tout remettre en ordre. Nous avons des projets. Le week-end prochain, nous allons au chalet pour préparer les vacances. C'était le moment. Je suis allé à mon bureau et j'ai pris un simple dossier bleu. Je l'ai posé sur la table basse avec un bruit sourd. Ça pourrait être difficile, ai-je dit doucement. Les nouveaux propriétaires prennent possession du chalet vendredi après-midi. La déclaration était si directe qu'il leur a fallu un moment pour la digérer. Puis la compréhension a fait son chemin. Ma mère a eu un hoquet, la main sur la poitrine. Le visage de David est devenu cendré. Mon père s'est affaissé comme si ses jambes l'avaient lâché. Marie a trouvé sa voix la première, un couinement étranglé. Quoi? Tu ne peux pas vendre le chalet. C'est notre chalet familial. Non, Marie, ai-je dit, ma voix tranchante comme de la glace. Ce n'était jamais un autre chalet. C'était toujours mon chalet. Le chalet que j'ai acheté avec mon argent, le chalet pour lequel j'ai payé les impôts fonciers à 6 chiffres, l'assurance, les charges, chaque année, pendant que tu le traitais comme ta résidence secondaire personnelle. J'ai tapoté le dossier bleu. Ici, vous trouverez l'acte de propriété original avec mon nom seul, le contrat de vente entièrement exécuté, la confirmation du virement bancaire et les documents de clôture prévus pour 14 heures ce vendredi. C'est fait. Marie était blanche comme un linge, me regardant avec une haine et une horreur brute. Mon père avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans, et juste à ce moment-là, mon téléphone a commencé à sonner. L'écran s'est allumé, Robert Anderson. Un lent sourire s'est dessiné sur mon visage. J'ai mis le haut-parleur, sans jamais quitter leur visage défait. Salut, Sally. Désolé d'appeler à la maison. J'espère que je ne dérange rien. Pas du tout, Robert. Fantastique. J'ai des nouvelles spectaculaires. La réunion du conseil d'administration a été un succès. Ils ont adoré notre présentation, ont qualifié votre modélisation financière de géniale. Ils ont donné leur feu vert au projet, un financement complet avec effet immédiat. J'ai vu mon père tressaillir à modélisation financière. Il avait autrefois qualifié ma carrière de travail de comptable ennuyeux. Et ce n'est pas tout, a poursuivi Robert. Ils ont approuvé ma proposition pour la nouvelle filiale. Sally, je veux que vous la dirigiez avec moi en tant que partenaire à part entière. 50-50e, partenaire en capital. C'est le gros lot. Partenaire, capital. Les mots ont résonné dans l'air suffocant. J'ai vu le dernier espoir s'évanouir du visage de ma mère. Ils ne perdaient pas seulement leur distributeur de billets, ils assistaient à sa transformation en quelque chose de totalement hors de leur portée. Alors libère ton emploi du temps, a dit Robert joyeusement. On emmène l'équipe pour un dîner de célébration vendredi soir. Il est temps de célébrer avec des gens qui sont vraiment heureux de te voir réussir, le genre de famille qui te tire vers le haut. J'ai regardé les 4 personnes stupéfaites en face de moi. Tu as raison, Robert. Le genre de famille qui te tire vers le haut. Je ne manquerai ça pour rien au monde. J'ai raccroché.
Le silence qui a suivi a été le silence lourd et mortel de la défaite totale. Mon père semblait avoir rétréci. Marie respirait par courtes saccades. David était complètement immobile. Ma mère a finalement rompu le charme. Comment as-tu pu, Sally, a-t-elle chuchoté, des larmes coulant. Après tout ce que nous avons fait pour toi, comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? L'audace pure m'a presque fait rire. J'ai croisé son regard rempli de larmes sans une once de culpabilité. Tu poses la mauvaise question, maman. Tu ne devrais pas demander comment j'ai pu faire ça à ma famille. Tu devrais demander comment ma famille a pu me faire ce qu'elle m'a fait. Il n'y a pas eu de réponse. Ils ont commencé à rassembler leurs affaires au ralenti. Ma mère a laissé les biscuits. David a abandonné le sac cadeau. Ils sont sortis en silence. Je ne les ai pas accompagnés à la porte. J'ai entendu la porte se refermer, puis leur voix dans le couloir, des chuchotements étouffés et vicieux. J'ai pu entendre Marie blâmer David, David blâmer mon père, et mon père blâmer tout le monde. Le son de leur implosion s'est estompé alors qu'ils s'éloignaient. J'ai tourné le pêne dormant. Le claque solide a été l'un des sons les plus satisfaisants que j'ai jamais entendus. Je me suis appuyé contre la porte un instant, écoutant le silence. Puis je suis allé dans ma cuisine et j'ai ouvert une bouteille de vin, non pas pour noyer mon chagrin, mais pour célébrer. Je me suis versé un verre et je me suis tenu à ma fenêtre, regardant les lumières de la ville en contrebas. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais totalement libre. Le lendemain matin a apporté une sensation de légèreté inattendue. Je me suis réveillé naturellement, sans l'anxiété qui avait tourmenté mes matins pendant des années. Aucun texto urgent ne m'attendait, aucun message vocal rempli d'urgence financière, juste le silence et la possibilité. Je me suis préparé un vrai petit déjeuner, quelque chose que j'avais rarement le temps de faire quand je gérais constamment les crises familiales, et je me suis assise à ma table en lisant la section économique du journal. Là, dans un petit article en marge, il y avait une mention de l'entreprise de Robert et de notre levée de fonds réussie. Voir mon travail reconnu dans la presse, même indirectement, m'a rempli d'une fierté que je n'avais jamais ressentie lors d'aucune interaction familiale. Mon téléphone a sonné vers midi. C'était un numéro inconnu avec un indicatif régional local. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Sally Ellison. La voix était professionnelle, nette. Oui, c'est Sally. C'est Janet Morrison de Morrison Financial Consulting. J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'appeler directement, mais Robert Anderson m'a donné votre numéro. Je comprends que vous avez fait un travail remarquable en évaluation des risques et en modélisation financière. Je me suis redressé. Oui, j'ai été consultante sur un projet avec Robert. Eh bien, les nouvelles vont vite dans notre secteur, et franchement, nous cherchons quelqu'un avec vos compétences particulières. Seriez-vous intéressé par un arrangement plus permanent? Nous sommes prêts à offrir beaucoup plus que ce que la plupart des entreprises paient pour ce niveau d'expertise. Mon cœur a commencé à battre la chamade, mais cette fois d'excitation plutôt que d'anxiété. Une offre d'emploi, une vraie, basée sur le mérite, pas sur une obligation familiale. Je serais très intéressé d'en savoir plus, ai-je dit, en essayant de garder ma voix professionnelle malgré mon excitation croissante. Excellent. Êtes-vous disponible pour déjeuner demain? J'aimerais discuter des détails en personne. Après avoir raccroché, j'ai regardé mon téléphone avec étonnement. C'était donc ça, d'être apprécié pour ses compétences, d'avoir des opportunités qui se présentaient à moi à cause de mes capacités plutôt que de mon compte en banque. C'était enivrant. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai appelé ma colocataire d'université, Sarah, qui vivait de l'autre côté du pays. Nous avions perdu le contact quand mes obligations familiales étaient devenues omniprésentes, et je m'étais toujours senti trop coupable de ma situation financière pour maintenir l'amitié. Sally? Sa voix était chaleureuse et ravie. Oh mon Dieu, ça fait une éternité. Comment vas-tu? Pendant l'heure qui a suivi, nous avons parlé de tout et de rien. De son nouveau travail à Portland, de ses récentes fiançailles, de ses voyages. Quand elle m'a interrogé sur ma famille, je me suis surprise à dire, en fait, j'ai fait de grands changements dans ce domaine. Je me concentre sur ma propre vie maintenant. Tant mieux pour toi, a-t-elle dit, et je pouvais entendre la sincérité dans sa voix. Tu t'es toujours trop donné aux autres. Je suis contente que tu te mettes en premier pour une fois. En nous disant au revoir, Sarah a ajouté,
tu sais, je viens dans ta ville pour une conférence le mois prochain. On devrait absolument se voir. Je veux tout savoir sur ces changements. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que je souriais vraiment pour la première fois depuis des mois. Je renouais avec des gens qui me connaissaient avant que je ne devienne le distributeur de billets personnels de ma famille, des gens qui se souvenaient de qui j'étais quand je n'étais pas noyé dans les problèmes des autres. Le déjeuner avec Janet Morrison a dépassé toutes mes attentes. Elle était vive, professionnelle et sincèrement impressionnée par mon travail. Le poste qu'elle m'a offert n'était pas seulement un emploi, c'était une voie vers un partenariat, avec une participation aux bénéfices et la possibilité de développer ma propre clientèle. Honnêtement, Sally, a-t-elle dit au dessert, nous cherchons quelqu'un comme vous depuis 2 ans. Votre approche de l'évaluation des risques est exactement ce dont nos clients ont besoin. Robert m'a montré votre analyse de la start-up, et c'est l'un des travaux les plus perspicaces que j'ai vus dans ce domaine. Quand elle a annoncé le salaire, j'ai dû faire de gros efforts pour garder une expression neutre. C'était presque le double de ce que je gagnais actuellement, avec des primes de performance qui pourraient ajouter 50% de plus. La seule question, a poursuivi Janet, est de savoir si vous êtes prête à vous engager pleinement à ce niveau de responsabilité. Ce rôle exige quelqu'un qui peut se concentrer entièrement sur le travail, sans distractions extérieures. Distractions extérieures. Si seulement elle savait à quel point cela aurait été une exigence impossible il y a peu. Je peux absolument m'y engager, ai-je dit, et je le pensais de tout mon cœur. En retournant à mon bureau après le déjeuner, j'avais l'impression de flotter. C'était ça, le succès, quand il n'était pas immédiatement siphonne pour résoudre les problèmes des autres. C'était ça, l'ambition, quand elle n'était pas constamment déraillée par des urgences familiales. J'ai pensé à Marie, probablement en difficulté avec son entreprise en faillite, à David se démenant pour maintenir leur style de vie sans mes subventions, à mes parents confrontés à la réalité de leur situation financière pour la première fois en plus d'une décennie. Je n'ai rien ressenti. Pas de culpabilité, pas d'envie de les sauver, pas de torsion familière d'anxiété dans mon estomac. Ils avaient fait leur choix, tout comme je faisais les miens. 1 an plus tard, ma vie était méconnaissable, de la meilleure façon possible. L'entreprise que Robert et moi avions cofondée était une véritable réussite. Notre approche de la gestion des risques financiers était devenue la norme du secteur. Nous avons fait la une de Forbes et nous avons déménagé dans un bureau plus grand en centre-ville. Ma relation professionnelle avec Robert s'était transformée en une véritable amitié, le mentorat que j'avais toujours désiré. J'avais des dîners fixes le vendredi avec lui et sa femme, Clara, qui m'ont accueilli comme la leur. Mon amitié avec Evelyne de la librairie s'était approfondie en conversation autour d'un café et en un ancrage tranquille. Je me rendais au lac tous les mois, non pas pour voir le chalet, mais pour déjeuner avec Colline Meyer. Elle était ma pierre de touche, un rappel vivant de la force qu'il faut pour se choisir. Au cours d'un déjeuner d'automne, elle m'a donné la dernière nouvelle sur les personnes qui me semblaient maintenant des personnages d'un livre que j'avais lu il y a longtemps. J'ai vu dans le journal que Richard et Eleanor Ellison ont vendu leur grande maison, m'a-t-elle dit. Ils ont déménagé dans un petit condo. J'ai entendu dire que leur adhésion au club a expiré. Et ma sœur? Colline a soupiré. Marie et David se sont séparés il y a environ 6 mois. Son entreprise d'atelier a fait faillite quand le financement s'est tari. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle travaillait dans un poste de vente qu'elle déteste. C'est drôle comme l'amour peut avoir un prix précis. Je n'ai rien ressenti. C'était comme entendre la météo d'un état lointain. Leur vie n'avait absolument plus rien à voir avec la mienne. Une semaine avant Noël, exactement 1 an après avoir été désinvité, une épaisse enveloppe est arrivée à mon bureau. J'ai reconnu instantanément l'écriture élégante de ma mère. La lettre était composée de plusieurs pages de contrition manipulatrice. Elle parlait de nuits blanches, de profonds regrets et de sa compréhension finale de leurs erreurs. Elle suivait mon succès dans les nouvelles économiques. Ma très chère Sally, commençait-elle. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à toi. Je vois ta photo dans la section économique et mon cœur se gonfle d'une fierté que j'ai été trop stupide pour montrer. Mais cette fierté est suivie d'une tristesse pour ce que nous avons perdu. C'était une bonne performance, jusqu'au dernier paragraphe. Je vois à quel point votre entreprise est prospère, comment vous avez construit une nouvelle vie merveilleuse, et je vois cela comme un signe de Dieu. Peut-être qu'avec vos nouvelles ressources et ce que j'ai toujours su être votre cœur généreux, vous pouvez trouver un moyen de nous aider à recommencer. Peut-être pourrions-nous trouver une nouvelle maison familiale,
un endroit où nous pourrions tous construire de nouveaux souvenirs ensemble. Voilà, le piège. Ce n'était pas des excuses, c'était une proposition commerciale. Il voyait mon succès non pas comme le mien, mais comme un nouveau puits, plus grand, dans lequel puiser. C'étaient les mêmes personnes, avec un vocabulaire de regret plus sophistiqué. Je me suis levé de mon bureau de partenaire et j'ai regardé la ville où j'avais construit une vie selon mes propres termes. J'ai tenu les pages coûteuses, puis je me suis dirigé vers la déchiqueteuse à usage intensif. Je n'ai pas hésité. J'ai glissé la lettre dans la fente et j'ai regardé la machine transformer la manipulation de ma mère en confettis impuissants. C'était le test final, la fin de l'histoire, et je l'avais réussi. Le printemps suivant, j'étais assise à un café en plein air avec Evelyne et Colline. Le soleil de fin d'après-midi était chaud, et nous rions d'une histoire absurde. Dans ce moment de camaraderie simple et sans fardeau, j'ai ressenti un contentement si profond qu'il m'a presque coupé le souffle. « Tu as l'air vraiment heureuse, Sally », a dit Evelyne, ses yeux pétillants au-dessus de sa tasse de thé. « Je le suis », ai-je répondu, et les mots semblaient solides et vrais. Je le suis vraiment. Pendant 32 ans, j'avais fonctionné sur de fausses hypothèses. Je pensais que la famille était un lien indissoluble dans lequel on essaie, une obligation à remplir, quel que soit le coût personnel. Je pensais que l'amour se démontrait par un sacrifice silencieux. Et je croyais que ma valeur était liée à mon utilité pour les autres. Perdre ma famille biologique avait été comme une amputation violente. Mais maintenant, avec la clarté du temps et de la distance, j'ai réalisé que je n'avais pas perdu un membre, on m'avait enlevé une maladie, un poison qui avait lentement drainé la vie de moi pendant des décennies. La leçon la plus importante, vous n'êtes pas obligé d'accepter la famille qui vous a été donnée. Vous avez le droit de choisir la famille que vous méritez. Ma vraie famille est maintenant une veuve pleine de fougue qui m'a appris la différence entre les fruits et les racines, une douce propriétaire de librairie qui m'a montré que de nouveaux mondes étaient possibles, et un brillant partenaire d'affaires qui a vu mon potentiel et m'a traité avec un respect inébranlable. C'est un petit cercle, mais puissant, construit non pas sur l'obligation et la culpabilité, mais sur l'admiration mutuelle, les rires partagés et une attention sincère. Il m'a fallu beaucoup de temps et plus d'un demi-million de dollars pour apprendre la différence entre être utile et être apprécié. Être utile signifie qu'ils ont besoin de quelque chose de votre part. Être apprécié signifie qu'ils vous veulent simplement votre présence, vos pensées, votre compagnie. Je ne signe plus de chèques pour des gens qui n'apprécient pas la personne qui les signe. J'investis mon temps, mon énergie, mon cœur et mes ressources dans des personnes et des projets qui investissent en retour en moi. Je regarde ma nouvelle vie, mes vrais amis, l'avenir radieux qui s'étend devant moi, et je sais avec certitude que j'ai enfin trouvé mon véritable héritage. Ce n'était pas un chalet. Ce n'était pas une entreprise. C'était moi-même.